C'est ça que tu vas conduire, même pas. Ok. Les tréfonds les plus sombres d'Internet, partie 2. Ouais. Mange doucement, j'arrive pas. 4 entreprises devenues riches en mentant. Je veux dire, quelle Qui entreprise? a inventé Facebook, vous pensez? C'est 2 jumeaux d'Harvard, ils avaient l'idée. Ah non, ça c'est... Oui, c'est Facebook. Et Mark Zuckerberg, il leur a volé l'idée et il l'a fait dans leur dos. Mark Zuckerberg? Pas vraiment. En fait, c'est eux. Mark est juste le développeur qui les a entourloupés. Leur idée, créer un réseau social qui permet de réunir tous les étudiants des universités américaines. Ça s'appelle ConnectU et à l'époque, c'était déjà bien avancé. Mais voilà, leurs 2 développeurs ne sont plus disponibles, ils ont besoin d'un remplaçant et c'est Mark qui se propose. On lui donne accès au code, à la bêta et ça tourne mal. Il repousse les rendez-vous, ne répond pas au téléphone, toujours avec une bonne excuse. Le temps passe et l'équipe s'agace. Après des mois, enfin ils ont une réunion. Mark leur annonce que le projet est presque fini. Ce qu'il ne leur dit pas, c'est que 3 jours plus tôt, il avait déposé le nom de domaine thefacebook.com. Un réseau social permettant aux étudiants des universités américaines de se retrouver, tout ce qu'il y avait sur ConnectU. Il ne leur a jamais livré le code, multipliant les excuses pour gagner du temps. Il y a bien eu un procès dans lequel Facebook a offert 65 millions de dollars d'actions à ConnectU pour régler ça à l'amiable. Ça leur a évité de trop fortes retombées médiatiques. Le mythe de l'étudiant prodige est intact, même la page Wikipédia n'en parle pas. Vous en faites pas trop pour les jumeaux, aujourd'hui ils sont aussi milliardaires grâce à la crypto. Et oui, les entreprises ne sont pas toujours ce qu'elles vous laissent penser. Par exemple, est-ce que vous saviez que Tesla n'a pas été fondé par Elon Musk? Lui, c'est le principal investisseur et le lead designer de la première voiture. Les fondateurs, Martin Eberhard et Mark Tarpenning, ont été poussés vers la sortie et remplacés par Musk en 2007, un peu avant le début de la commercialisation. Si ce genre d'histoire vous plaît, on vous en a sélectionné 3 autres remplis de secrets, d'opportunisme et de tromperie. Fast-food, automobile ou commerce en ligne, on vous emmène découvrir les plus grosses entreprises qui ont fait fortune grâce à un mensonge. McDonald's, l'abus de confiance. McDonald's, c'est une success story à l'américaine. 2 frères qui ont une bonne idée et qui montent un empire à presque 200 milliards de dollars. Ça, c'est ce qui est écrit sur le site web de McDo. Mais il y a quand même un truc bizarre. Les 2 frères, ils sont devenus quoi? On ne raconte jamais la suite. Et pour cause, ils ont fini ruinés et humiliés. En 1940, Richard et Maurice McDonald ouvrent un restaurant de barbecue à San Bernardino, en Californie. C'est un drive-in, vous vous garez sur le parking et une serveuse vient prendre votre commande directement à la fenêtre. Une idée très à la mode à l'époque. Vous pouviez y commander des steaks, du chili, des frites, des hamburgers et même des sandwichs beurre de cacahuète, confiture. Le restaurant est un petit succès sans prétention, mais les 2 frères veulent plus. Ils se sont jurés de toucher $1 million avant leurs 50 ans. Ils se posent et réfléchissent à la meilleure façon d'optimiser le business. Première étape, réduire les coûts, plus de serveuses. Les clients viendront commander au comptoir, c'est plus rapide, fini la vaisselle qui se casse et qu'il faut nettoyer, on utilise du carton et du papier. Deuxième étape, moins de choses sur le menu. On garde ce qui se vend le mieux, les hamburgers, les frites et les boissons. Dernière étape, organiser la cuisine pour que les plats soient faits le plus vite possible. Il décompose le processus de création du burger en plusieurs étapes simples et répétitives, chaque employé ayant sa tâche attitrée. De la même façon que Ford dans les usines de voitures. Le gain est énorme. Les clients sont servis en 30 secondes au lieu de 30 minutes, ils peuvent même se permettre de vendre les hamburgers moins chers, le fast-food est né. En 1948, le restaurant fait peau neuve avec sa nouvelle mascotte, Speedy. Au début, ils ont du mal à convaincre les gens de descendre de leur voiture, ils demandent même aux employés de se garer sur le parking pour donner l'illusion qu'il y a du monde, mais petit à petit, on adhère au concept. Le succès fait des envieux, très vite on tente de copier leur formule, ça ne pose pas de problème à Richard et Maurice, qui mettent en place un système de droits d'exploitation. Pour $950, 11 000 aujourd'hui, tu peux ouvrir une franchise McDonald's. En 1955, il y en avait déjà plus d'une vingtaine dans la région, mais la qualité est pas toujours au rendez-vous, difficile de vérifier et les instructions étaient pas très claires. C'est là qu'arrive Ray Kroc, un petit vendeur de machines à milkshake. Les 2 frères en avaient commandé 8. Et quand il arrive devant le restaurant, il est choqué du potentiel de la marque. Il convainc Richard et Maurice de le nommer responsable du développement de la franchise. À partir de ce moment-là, McDonald's va prendre son envol. Il organise tout dans les moindres détails, l'endroit où construire les restaurants,
la qualité de la nourriture, les menus, la propreté des lieux. Il ouvre même la Hamburger University, un restaurant spécialisé dans la formation des managers. Aucun doute qu'il est à l'origine de la renommée de McDo. Mais Kroc n'était pas du tout content de son contrat. Il touchait 1,5% des profits de chaque franchise. Et les frères, 0,5%. Lui trouvait ça injuste. Après tout, il se tapait tout le boulot. Alors, sous les conseils d'un ami, il se met à acheter tous les terrains sur lesquels se construisent les nouveaux restaurants. Et force donc les franchisés à lui payer un loyer. Évidemment, il le cache à ses patrons. En 1960, il avait déjà ouvert 228 restaurants, gagné beaucoup plus d'argent que ses patrons et payé moins de taxes car la majorité des gains venaient de l'immobilier. Il décide alors de racheter la marque à ses fondateurs pour 2,7 millions de dollars et 0,5% des gains futurs. Les frères, qui ont toujours rêvé de devenir millionnaires, acceptent. Il y a juste deux petits détails. Kroc n'inscrit pas l'histoire des 0,5% sur le contrat. Après lui, ce serait trop compliqué. À la place, il se serre juste la main et les frères peuvent garder le restaurant original. Le vrai visage de Kroc se révèle. Il n'honore jamais la poignée de main, force Richard et Maurice à changer le nom de leur restaurant. Pire, il construit un McDonald's juste en face, qui va dans la faillite en quelques années. Puis il va s'acharner à faire disparaître les véritables... J'avoue, là, j'aurais dû regarder le film au final. Le fondateur de l'histoire de la boîte, minimisant au maximum leur rôle, au point que pendant des années, on a considéré Kroc comme le fondateur. N'empêche que grâce à ses méthodes peu scrupuleuses, McDonald's est aujourd'hui l'un des plus grands empires immobiliers du monde. Rocket Internet, l'art du plagiat. Vous êtes un jeune entrepreneur de la Silicon Valley. Votre startup démarre bien et vous vous voyez déjà riche. Et puis, vous recevez un mail. 3 inconnus vous demandent s'ils peuvent s'occuper de gérer votre développement en Europe. Évidemment, vous refusez. C'est ce qu'ont fait eBay en 1999 et ils vont s'en mordre les doigts. 3 mois plus tard, ils avaient perdu 43 millions de dollars et c'était les premiers d'une longue série. À l'origine de tout ça, Mark, Oliver et Alexander Samwer, 3 frères allemands qui vont changer l'histoire d'Internet. Juste après avoir été rejetés par eBay, ils prennent une décision. S'ils peuvent pas rejoindre l'entreprise, ils vont la concurrencer. Ils demandent de l'argent autour d'eux et montent Alando. Même couleur, même style, même idée, même fonctionnement, c'est une pure copie de l'original. Sauf que du coup, ils sont les seuls sur le marché européen et le site explose en popularité. 100 jours plus tard, ils sont rachetés pour 43 millions par eBay et on leur offre la place de PDG. Je suis mort, oh les bâtards. Non, ça c'est vraiment la mentalité, frère. Tu veux pas travailler pour moi, tu veux pas que je travaille pour toi. Tu veux pas que je te fasse gagner de l'argent. Allez, je vais créer ta copie en Europe, là où tu peux rien faire. Et au bout de 3 mois, t'es obligé de me donner 40 millions. Et en plus, je serai PDG après. Du marché européen, ce qu'ils voulaient au départ. Mais ça suffit pas aux frères Samwer. 1 an plus tard, ils quittent l'entreprise pour monter Jamba, une boîte qui vend des sonneries de téléphone. À l'époque, c'était vraiment de la folie. Dans les cours de récré, tout le monde voulait le son le plus original. Et les Samwer l'ont bien compris. Ils se mettent à faire des campagnes de pub ultra agressives, directement destinées aux enfants. Oui, cette époque où vous aviez du René Lataupe ou du Crazy Frog à chaque coupure pub, c'est à cause d'eux. N'importe quel son un peu catchy qui pouvait faire vendre était martelé à longueur de journée. Et ça marche. Plus ils font de pub, plus ils vendent. En 2005, Jamba dépensait 70 millions de dollars par trimestre juste en pub télé. Au top de leur forme, les frères Samwer vendent Jamba pour 273 millions de dollars. Ces 2 expériences vont être le fondement de toute leur stratégie. Copier ce qui marche et faire des campagnes de pub ultra agressives pour dominer le marché. Pour se simplifier la vie, ils fondent une holding, une société dont l'unique but est de posséder d'autres entreprises. Son nom, Rocket Internet. Ça veut tout dire. Ils vont développer des dizaines et des dizaines de clones. Wimdu, le clone d'Airbnb, Pinspire, le clone de Pinterest, CityDeal, clone de Groupon, Easy Taxi, clone d'Uber en Afrique et Amérique latine, ou Jumia et Lazada, des clones d'Amazon en Afrique et à Singapour. Lazada qui s'est fait racheter par Alibaba en 2016 pour 1 milliard de dollars. En France, vous connaissez peut-être... Comme quoi, le plagiat, c'est pas si mal que ça, hein. Enfin, ils plagient et c'est des millionnaires, c'est des milliardaires. Ils cherchent juste un nouveau marché, là où ils n'auront pas de concurrence. Peut-être Foodora, la copie de Deliveroo, ou Zalando, copie de Zappos, devenue carrément plus populaire que l'original. À tel point... Attends, Zalando, c'est ça? C'est pour ça qu'il y avait un truc qui s'appelait Alando, je me dis, Zalando? Putain, je leur ai donné de l'argent à ces voleurs. Oh.
qu'ils feront des copies de leurs copies, comme Zalora, destinées au marché océanique. Forcément, avec ce genre de modèle, ils sont pas super appréciés, mais eux en sont très fiers. Faut dire que c'est super bien rodé, leur stratégie est de prendre tout le monde de vitesse. Une fois qu'ils ont identifié un site à copier, il leur faut environ 100 jours pour produire une copie. Parfois beaucoup moins s'ils se contentent de modifier un de leurs sites qui existe déjà. Comme si leur copie de Camping & Co leur a seulement pris 28 jours, et ils ont fusionné en 2017 sans donner de détails sur la transaction. Pour gérer les copies, ils ont besoin de PDG, alors ils vont recruter des jeunes sortis d'écoles de commerce, banquiers, consultants, etc. De préférence originaires du pays où ils veulent lancer le site. Ceux qui sont célibataires et sans enfants, qui ont la niaque et qui vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur petite astuce, c'est de trouver des types qui sont déjà employés d'une grande entreprise. Comme ça, ils savent qu'ils sont sérieux et déjà formés. Ils adorent recruter chez McKinsey des consultants qui s'ennuient et rêvent d'aventure. Ensuite, ils injectent énormément d'argent grâce au fond de la boîte, pour garantir une croissance monstrueuse, empêchant toute concurrence sur le territoire. Comment ils font pour être rentables? Ils le sont pas. En fait, ils s'en fichent, ils veulent juste dominer le marché. Bah ouais, le but, si tu prends des parts de marché, après, tu fais ce que tu veux. C'est vraiment la stratégie d'Amazon, de base. Amazon, c'est comme ça. Amazon, ils sont déficitaires sur plusieurs milliards chaque année. Pendant des années. C'est ça leur stratégie. Ils injectent des milliards, des milliards. Quand, regardez, Amazon, en France, il y a 10 ans, Amazon, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ils sont arrivés, ils ont mis des milliards, ils ont perdu énormément d'argent pendant des années. Et là, maintenant, Amazon, ça a fait fermer v'là les trucs. Maintenant, tout le monde, tout part d'Amazon maintenant. Tout le monde commande chez Amazon en France. Amazon en déficit, oui. Littéralement, c'est leur stratégie. Je dis pas que maintenant, je dis pas que en global, ils sont en déficit. Mais je dis que c'est leur stratégie pour prendre des marchés. C'est prendre des parts de marché, t'envoies tout. Tu dis nimp. Mais arrête de dire, arrêtez de dire je dis nimp. Vous avez juste à regarder par vous-même. Oh là là. Mec, il vérifie même pas, il dit juste non, tu dis nimp. Rembourse plus tard en vendant la boîte et c'est l'acheteur qui se débrouille pour la stabiliser. Aujourd'hui, c'est une des plus grosses sociétés internet d'Europe. Il gère plus de 200 entreprises, ont 42 000 employés, une valorisation à 30 milliards d'euros. Vous avez sûrement utilisé leur site sans savoir qui se cachait derrière. Les casseroles de la Seconde Guerre mondiale. Il s'y est passé des choses que certains aimeraient oublier. On peut penser à L'Oréal, un des groupes français les plus riches du monde, une fierté locale. Ouais, mais son fondateur, Eugène Schuller, le père de Liliane Bettencourt, c'était un des plus gros soutiens financiers de la Cagoule. Une des organisations terroristes et antisémites dont... Et voilà, c'est ce que j'allais dire, L'Oréal, ils ont financé des nazis, non ? Grande partie des membres soutenaient Vichy pendant l'occupation. Mais surtout, il était un membre actif, comme André Bettencourt, son gendre, qui lui dirigeait un journal de propagande radicale. Une histoire qui ressemble un peu à celle du fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad, lui-même engagé à 16 ans dans les jeunesses nordiques, un mouvement fasciste suédois. Il va longtemps expliquer que c'était une erreur de jeunesse, poussée par ses parents, eux-mêmes fans du dictateur allemand. Pourtant, près de 70 ans plus tard, après avoir découvert son implication dans plusieurs partis radicaux, il qualifiait encore le fondateur du parti fasciste suédois comme un grand homme. Mais l'entreprise qui a le passé le plus compliqué, c'est certainement Volkswagen. Fondée en 1930. C'est quoi Volkswagen? Ah ouais, le Volkswagen, c'était les voitures allemandes. Et Audi, c'était pas... Attends. Il y avait pas que... C'était Volkswagen les voitures officielles des nazis? Ou c'était Audi? Je sais plus. Par le gouvernement nazi au pouvoir, l'objectif c'était de faire des voitures que tout le monde peut s'offrir pour environ 5 mois de salaire à l'époque. C'est littéralement dans le nom, la voiture du peuple. C'est pour ça qu'ils font appel à un designer en vogue, qui cherche justement à produire des voitures familiales pas chères, Ferdinand Porsche. C'est lui qui va designer l'iconique Coccinelle, encore aujourd'hui une des voitures les plus vendues de tous les temps. Pour réussir à produire pour aussi peu cher, il va mettre en place l'ancêtre du crowdfunding. Les Allemands pouvaient acheter en avance leur voiture en payant un petit abonnement mensuel, grâce à un système de cartes à tamponner qui valide que vous avez bien payé. Le succès est immédiat, plus de 300 000 personnes vont rejoindre le programme. Sauf qu'avant même que la production soit lancée, la guerre éclate. Les nouvelles usines de Volkswagen sont réquisitionnées, on va y produire des véhicules et de l'équipement militaire. Et aucun Allemand n'aura sa voiture tant attendue. Porsche dans tout ça, il va renoncer à la nationalité tchèque, rejoindre le parti nazi, les SS, et deviendra un ingénieur décoré de son pays d'adoption. Parmi ses plus beaux modèles, on retrouve le VK4501 Tiger, le Jet Panzer... C'est un rapport avec Porsche ou pas, le chat? C'est Valentin Porsche, c'est Porsche du coup le mec?
Elephant Ouais. ou encore le Mouse. D'ailleurs, une grande partie des travailleurs qui faisaient tourner les usines étaient des prisonniers directement récupérés des camps de concentration. Un des pires systèmes qu'ils vont mettre en place, c'était des centres de soins pour les nourrissons où les travailleuses de l'usine pouvaient accoucher en toute sécurité. L'objectif, c'était évidemment de faire en sorte qu'elles retournent au travail au plus vite, on ne s'occupait pas réellement des enfants, le taux de mortalité était presque de 100%. À la fin de la guerre, l'usine était en ruine. Visée par les bombardements alliés pour stopper la production, son histoire aurait pu s'arrêter là. Mais finalement, le gouvernement britannique va récupérer l'usine délabrée. Il décide de la remettre sur pied et de relancer la production pour l'économie locale. Au début, ça devait être géré par les Français, les Américains ou les Anglais, mais personne ne sera intéressé. Alors Volkswagen va grandir tout seul, devenant petit à petit une icône de la reconstruction du pays. Aujourd'hui, l'entreprise n'a évidemment plus rien à voir. C'était même une des rares qui reconnaît ouvertement les crimes commis pendant la guerre. Les compagnies qui ont fait de l'argent sur des crimes, il y en a eu beaucoup, à différents niveaux. SNCF, Ford, Bayer, Siemens, Krupp, IBM, Audi, Allianz, Renault, Opel, Continental, Henkel, Nestlé, Deutsche Bank, BASF, Rheinmetall, Benz, Hugo Boss, BMW, les banques suisses. Au fil des ans, la plupart des entreprises... Les banques suisses, elles finançaient, tout le monde, hein. C'est ça, elles finançaient les nazis, tout ça, etc. C'est ça? J'avais parlé avec une Suisse, elle m'avait parlé de ça. ont fini par donner de l'argent aux travailleurs forcés et aux survivants de l'Holocauste. Une petite compensation. La SNCF verse des pensions et 60 millions de dollars aux victimes américaines. Les banques suisses, 1,25 milliard. L'Allemagne elle-même verse encore chaque année 1 milliard d'euros en réparation aux victimes de la guerre, pour un total dépassant les 80 milliards. Et... J'ai pas envie de faire une comparaison, mais je vais la faire quand même. Quand il y a eu l'esclavage qui a été aboli, ça a été l'inverse qui s'est passé. Ça veut dire, on a dit... Non, vu que vous avez plus, d'esclaves, on va vous dédommager pour chaque esclave que vous avez. Et encore aujourd'hui, il y a les gens, les grandes familles d'esclavagistes, ils ont encore de l'argent de ça. Ils ont encore de l'argent de ça. C'est une dinguerie. Ah là là. Et les Allemands, à qui on avait promis une voiture en échange de leur abonnement. Ils ont collé un procès à Volkswagen. En dédommagement, ils ont reçu un bon de réduction de 12% sur la nouvelle voiture, 5 fois moins que ce qu'ils avaient payé à la base. Que pensez-vous de tout ça? Il est évident qu'à part pour Facebook ou Tesla, les gens qui composent ces entreprises n'ont plus rien à voir avec tout ça. En parler, ça n'est donc pas appelé à punir ou boycotter. En soi, ça a déjà été fait. Mais plutôt réfléchir sur les discours de ces marques qui parfois valorisent indécemment un passé fantasmé. Mais aussi sur ouais, la les béquets aux parents Antilles. et les affres du passé. C'est ça, c'est les béquets aux Antilles. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore?